Le but de cette présentation est de partager et d'indiquer les dangers spirituels potentiels dans de nouvelles pratiques thérapeutiques. Du point de vue orthodoxe, tout homme est une concentration de forces spirituelles. L'être humain est ainsi créé et depuis sa chute, il se trouve entre deux mondes invisibles. Le monde des anges serviteurs de Dieu et celui des anges déchus. Lors d'une thérapie manuelle, lorsque deux personnes entrent en contact, la communication entre elles est un échange entre deux univers spirituels. D'un côté, il y a une immersion sensorielle dans les énergies d'une personne soignée. De l'autre, comme je l'ai vu dans ma pratique, un masseur qui a soigné un occultiste initié pendant une certaine période peut finir par avoir des troubles psychiques plus ou moins graves, ne comprenant pas ce qui lui arrive. En fait, c'est son patient qui avait laissé en lui une empreinte provenant de sa vie psychique et spirituelle. Mon but est donc d'avertir, car mes observations se basent sur des centaines de cas de personnes qui sont venues dans notre centre de réhabilitation des victimes des dérives occultes. Forcément, je vais parler plutôt de choses négatives que j'avais constatées. Tout en restant rationnel et raisonnable, il faut admettre que certaines expériences racontées par les victimes sont tout à fait objectives. Un masseur, initié à des pratiques considérées occultes du point de vue chrétien, peut traiter un patient qui ne se doute de rien et ainsi lui causer un certain dégât spirituel. Il existe bien une hygiène contre les bactéries et les virus. Prenez le sujet traité ici comme une hygiène spirituelle. Revenons aux techniques inventées par Steele. Là, il s'agit d'un contact à double sens, d'un contact très puissant. Rien ne peut transformer une personne en un médium, c'est-à-dire un canal, aussi rapidement qu'une immersion sensorielle dans le corps du patient. Rappelez-vous la prière de matin à l'ange gardien. Ne laisse pas le démon rusé s'emparer de moi par le moyen de ce corps mortel. Ce corps mortel est un domaine auquel touche le monde spirituel. Et l'immersion sensorielle dans le corps physique implique un échange d'énergie mutuelle, une ouverture des deux âmes sans protection. Et c'est là que les techniques de Steele sont incroyablement dangereuses. Nous allons en savoir plus. Alors que Dr. Steele enseignait l'utilisation des techniques de manipulation pour l'ensemble du corps, l'un de ses élèves, William Garner Sutherland, s'est surtout intéressé à la tête et aux épaules. Steele a peu travaillé le crâne, domaine qu'il a laissé à l'un de ses meilleurs élèves. Sutherland, qui a développé ce qu'il a appelé les concepts de manipulation crânienne, commence ses études avec Dr. Steele en 1898 dans l'espoir de changer de carrière. Jusqu'alors journaliste dans l'État de Minnesota, il décide de s'essayer en ostéopathie et se rend dans le Missouri pour s'inscrire dans un collège d'ostéopathie. Au cours de cette formation, les étudiants sont confrontés à des diverses parties anatomiques. En étudiant les os de la tête humaine, Sutherland a remarqué que celle-ci était conçue de manière à permettre une sorte de mouvement entre les plaques qui forment le crâne. Puis il a fait une expérience sur un vrai crâne humain. Pour son expérience, il l'a rempli de haricots et de l'eau. Au fur et à mesure que les haricots absorbaient l'eau, ils se dilataient, provoquant ainsi l'éclatement du crâne au niveau des coutures. Le crâne a ensuite été placé sur un support comme démonstration pour les élèves. Les écoles de médecine de l'époque, ainsi que les écoles modernes, soutenaient l'idée que les os du crâne sont fusionnés pour former un dôme solide qui protège le cerveau. Après de nombreuses expériences indépendantes, Sutherland a conclu qu'une manipulation douce des os du crâne pouvait avoir des effets physiques et psychologiques positifs profonds. Il a baptisé sa technique ostéopathie crânienne coronale. Ces techniques ont été perçues par beaucoup comme une branche de l'ostéopathie. Bien entendu, pour me préparer à cette vidéo, j'ai parlé avec des spécialistes de santé et des médecins. Il y a plusieurs médecins très instruits qui comprennent le problème dont nous parlons ici. Je leur ai montré l'un des films qui parle de la mobilité des os du crâne. Vous savez, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un rire aussi fort et sincèrement. Un médecin chirurgien qui comprend très bien l'anatomie humaine et a une pratique chirurgicale s'est exclamé. En cas d'augmentation rapide de la pression intracrânienne, la trépanation du crâne est souvent indiquée. Et si les os sont mobiles,
jusqu'à 5 mm d'écart entre eux, comme l'affirment les ostéopathes qui s'occupent de cette partie du corps, comment expliquer cette pratique médicale de longue date? Je n'ai pas l'intention d'en parler en détail car je ne suis pas médecin, mais l'avis des médecins là-dessus est tranché. Mais ce qui est intéressant, c'est que si l'avis des médecins est tranché, si la médecine moderne est absolument claire sur le sujet, alors comment comprendre qu'un grand nombre de médecins modernes, y compris des médecins instruits, utilisent dans leur pratique l'ostéopathie crânienne? Écoutons un peu plus. Quelques décennies plus tard, un autre médecin ostéopathe, Dr. John Aplinger, a formé des techniques découvertes par ses collègues en système distinct et plus codifié qu'il a appelé la thérapie crânio-sacrée. Le système crânio-sacré du corps humain comprend le fluide qui circule à l'intérieur de la membrane externe du système nerveux central, qui comprend le cerveau et la moelle épinière. Dr. Aplinger en a conclu que tout ce qui interfère avec la circulation de ce fluide peut provoquer des maladies physiques ou mentales. La thérapie crânio-sacrée qu'il a mis au point peut localiser en douceur les zones du corps où les ondes du liquide céphalorachidien rencontrent des obstacles sur leur chemin. Une fois cette zone est découverte, le thérapeute commence à travailler avec cette partie du corps pour dégager le chemin pour que le fluide passe. Pour que les mains deviennent sensibles à ce travail, il faut les entraîner beaucoup. Vous ne pourrez pas sentir un appendice enflammé en forme d'une balle de golf avec vos mains, mais vous pourrez sentir quelque chose qui palpite entre deux os et mesure 3 mm. Mais il faut beaucoup d'entraînement pour développer une telle sensibilité des mains. La thérapie crânio-sacrée fait l'objet de nombreuses controverses, car l'autorisation de la pratiquer ne nécessite pas de diplôme médical. Et de ce fait, ses qualifications sont très souvent remises en question. Si je voulais ironiser, j'aurais dit que probablement tous les occultistes occidentaux ont déjà eu l'occasion d'obtenir un diplôme en thérapie crânio-sacrée, tellement il manque de garde-fous spirituels dans ce domaine. Nous entendons dans les propos d'Aplinger, le fondateur de cette technique, qu'il faut développer la sensibilité, qu'il faut imaginer que l'on entre dans le rythme dit crânio-sacré du patient, c'est-à-dire ressentir une certaine résonance, sentir ses nuances, ses anomalies, liées au mouvement de ces fluides fins, afin de détecter des anomalies dans le corps. Et puis, grâce à ses mains, le thérapeute cherche à synchroniser son état avec ce rythme et travailler à la correction du problème de santé. De mon point de vue, ce n'est pas possible pour un être humain d'opérer cela, c'est inaccessible. Il doit y avoir d'autres forces qui entrent en jeu. C'est de la pure science parapsychique, basée du point de vue de la médecine sur une idée complètement erronée de l'anatomie humaine, en particulier des os du crâne. Beaucoup de choses ont découlé de cette pratique et continuent à découler aujourd'hui, parce que c'est la technique la plus accessible qui, comme on le voit, ne nécessite même pas une formation médicale. Mais en revanche, cette technique nécessite de développer cette sensibilité des mains que nous jugeons dangereuse spirituellement. En principe, toute personne qui s'est engagée à pratiquer la thérapie crânio-sacrée devient inévitablement un canal, un médium. Pourquoi cela? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de perception extrasensorielle, il s'agit véritablement de devenir un conducteur des forces spirituelles lorsqu'un thérapeute demande ouvertement ou discrètement une autorisation à l'être qu'il soigne de le guérir ou qu'il fait appel à des forces guérisseuses de la nature et du corps. Le psychique est toujours le lieu d'action pour des forces spirituelles. Et dans le cas de l'ostéopathie, il s'agit d'une relation étroite entre l'organisme biologique et l'âme. C'est ainsi que la thérapie crânio-sacrée est un formidable hameçon pour les médecins qui ne se doutent du côté spirituel de la pratique et qui se retrouvent au final pris au piège par des soucis non explicables d'ordre psychique, personnel et ceux de leurs patients. D'autre part, les thérapies crânio-sacrées présentent une porte d'entrée par excellence pour toutes sortes de médiums et de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ressentent des forces paranormales en elles et cherchent le contact avec l'humain pour les expérimenter. Elles peuvent attraper ainsi des âmes naïves, inconscientes du danger dans leur filet. En Occident, tous les médiums, tous les praticiens du Reiki qui ont reçu le diplôme d'un spécialiste de la thérapie crânio-sacrée ont ainsi obtenu la possibilité d'accéder directement à l'âme de la personne de cette manière. Pour faire quoi? Pour pouvoir agir.
Nous allons prendre un moment pour regarder un autre extrait que je vais commenter après. Les résultats d'une étude menée et rapportée en janvier 2007 dans International Journal of Medical Treatment and Surveillance ont confirmé que l'utilisation de la thérapie crânio-sacrée réduit la douleur, accélère le processus de rééducation, réduit l'anxiété et la pression artérielle, entre autres. Il s'agit là des pistes très intéressantes qui méritent d'être étudiées plus. Ce que nous voyons ici, c'est les résultats des études sur des soins parapsychiques. La réduction de la douleur, c'est ce qu'offrent les ostéopathes. Bien qu'ils fassent quelques petits mouvements avec leurs mains, c'est toujours un travail classique des médiums, être dans l'immersion sensorielle dans le corps de leurs patients. Dans les pratiques psychologiques, il existe aussi une immersion psychique dans l'inconscient du patient. C'est l'une des techniques les plus dangereuses. J'ai vu un certain nombre de psychologues abîmés par cette pratique. L'immersion psychique dans la personne. Il me semble que la même chose se produit ici. Il y a un lien avec d'autres techniques occultes connues de nos jours, par exemple un diagnostic par les poux chinois. On peut admettre qu'un spécialiste chinois peut détecter les 16 poux, car cela fait partie de son héritage culturel, mais qu'un Européen ou un Russe d'un air intelligent vous prend par la main, place ses doigts sur les poux et pose un diagnostic. Pour moi, c'est, excusez-moi, une simple prise d'information médiumnique. C'est la même immersion sensorielle dans l'univers du patient. Dans toutes les pratiques pseudo-médicales, ce type d'immersion est le phénomène le plus néfaste, autant pour le thérapeute que pour le patient, à cause des forces spirituelles sous-jacentes. Quel genre de force? Évidemment démoniaque. Il ne peut y avoir d'autres forces. Mais revenons à Aplinja et examinons d'autres points importants. Voici ce qu'écrit un spécialiste à propos de Aplinja. À partir d'un certain point dans le développement de sa pratique ostéopathique, Dr Applinger approfondit les aspects subtils et presque métaphysiques de la guérison émotionnelle, énergétique et d'autres domaines beaucoup moins identifiables. Il n'y a qu'à voir les histoires étonnantes qu'il raconte dans ses livres. Elles sèment le doute chez les sceptiques et ravissent les amateurs de l'ésotérisme. Il est très difficile d'évaluer sans équivoque la véracité de telles affirmations quand on parle de la libération corporelle ou émotionnelle, des vies intérieures, des guides supérieurs, des chakras et de bien d'autres choses étranges. John Applinger peut sembler fou à certains, alors qu'il est très certainement une personne rationnelle. Son œuvre prospère, ses instituts de recherche, ses écoles d'ostéopathie et ses écoles de thérapie crânio-sacrée se multiplient et se propagent dans le monde, ce qui témoigne sans doute de la popularité de ces pratiques et peut-être confirme qu'il fait beaucoup de bien. Mais nous, orthodoxes, nous devons rester prudents et sur nos gardes, même si Aplinja lui-même est une personne extraordinaire. Un journaliste très connu, psychiatre par sa première formation, parle de ce qui lui est arrivé au tournant des années 90, alors qu'il était un jeune diplômé de l'école de médecine. En effet, dans ces années-là, lorsque la médecine soviétique, en raison de la dégradation générale du pays à l'époque, due à de graves problèmes économiques, politiques et sociaux, a littéralement éclaté, de nombreux médecins se sont lancés dans une sorte de recherche des activités plus lucratives. C'est alors que beaucoup sont devenus médiums guérisseurs, que beaucoup se sont intégrés dans des systèmes thérapeutiques orientaux, mais bien sûr avec de bonnes intentions d'aider et de soigner les gens. À nouveau a ressurgi l'intérêt pour l'occulte et le parapsychique, connu déjà dans les années 20 et 30 du siècle dernier dans l'URSS. Les recherches dans l'occulte des autorités soviétiques sont bien connues aujourd'hui, mais elles n'ont pas duré, car le Parti communiste était trop rationnel et athée. Donc vers les années 90, il y a eu un renouveau de l'occultisme, un regain des activités des médiums et des diverses formes de mysticisme. Nous nous souvenons que la fin des années 80 et le début des années 90 ont été très chaotiques. Donc un médecin, candidat en sciences de médecine, Petr Kametchenko, qui est aujourd'hui une personnalité assez connue, un reporter, une personne très intéressante, nous raconte qu'il a été appelé par le directeur de l'Institut de prévention de santé mentale, le professeur Yastrebov, au printemps 1991, et qui lui a demandé d'écrire pour l'Académie la justification de la méthodologie des diagnostics psychiques et de la thérapie bioénergétique. Nous nous souvenons que c'était l'époque où Kashpirovski et Chumak soignaient
pour de vrai, par l'hypnose, depuis les écrans télé et longa, pour ainsi dire ressusciter les morts. Que décrit ensuite cet employé de l'Institut? Notre méthode non conventionnelle s'appelait la thérapie crânio-sacrée, écrit-il, et avait été mise au point par l'Institut américain de John Applinger. J'ai été choisi parce que je collectais, écrit-il à propos de lui-même, du matériel provenant des États-Unis, parlait anglais et connaissait généralement l'école psychiatrique américaine. L'essence de la méthode consistait à travailler avec le champ bioénergétique humain. On pensait qu'en présence de différents types de pathologies, le champ bioénergétique changeait de caractéristiques et pouvait être utilisé à des fins de diagnostic. En corrigeant le champ bioénergétique, il était possible d'obtenir des effets thérapeutiques. Il écrit ici comment il a appris à ressentir les biorhythmes, à déterminer la fréquence du champ bioénergétique, etc. Cette technique consistait en ce que, par des changements dans les caractéristiques du champ bioénergétique, il était possible de déterminer l'emplacement de la pathologie dans le corps humain, sa nature et sa formation médicale lui permettaient de faire un diagnostic avec un grand degré de précision. Curieusement, aucune aptitude particulière n'était nécessaire pour maîtriser ces diagnostics psychiques. Il y a une énorme quantité d'infos sur Internet qui traitent de la thérapie crânio-sacrée et beaucoup de conférences de John Applinger lui-même. On n'y parle pas du psychisme, on n'y utilise pas spécifiquement la terminologie occulte. Il suffit de regarder de près pour constater que c'est très proche. Le développement des capacités psychiques dites paranormales, voilées par des termes médicaux. Pendant les séances thérapeutiques, les patients restent habillés, bien que certains préfèrent enlever leurs chaussures et s'allonger sur la table de massage. Le praticien touche alors délicatement le corps du patient avec ses mains, s'accordant à la fréquence du patient, écoutant avec ses mains ou, comme l'a dit Sutherland lui-même, pensant avec ses doigts. Les mains touchent très doucement le corps du patient, le praticien s'accorde pour pouvoir discerner la réponse du patient aux vibrations du liquide cérébral. Le fluide cérébral est un phénomène de marée. On distingue une période de production ou de reflux et une période d'absorption, comme dans la marée descendante. Le système crânio-sacré est très fin. Les mouvements et les rythmes fluides peuvent être palpés et enregistrés, mais comme ils sont à peine perceptibles, on ne sent rien si l'on exerce trop de pression dans le toucher. C'est pourquoi le toucher du thérapeute doit être doux et léger et correspondre au poids d'une pièce de 5 centimes. Il s'agit de s'assurer que les tissus ne se referment pas sous trop de pression, bloquant ainsi l'accès aux informations du corps. Une séance dure généralement environ 1 heure. Dr. Applinger a proposé un protocole en 10 étapes pour effectuer un examen crânio-sacré qui se pratique toujours. La première étape consiste à trouver un point fixe. Je vous ai parlé d'ondes et de choses de ce genre. La technique consiste donc à joindre les mains, à soulever légèrement la tête et à la serrer un peu pour que le dos ne s'étire pas. Il s'agit d'une induction à point fixe, ce qui signifie que vous êtes branché sur la bonne onde. La 6e étape est l'élévation pariétale. Il s'agit d'une étape très importante car vous recueillez tout le liquide qui se trouve dans les ventricules du cerveau et vous le soulevez, ce qui contribue à nettoyer le cerveau. Pour ne pas dire laver, cette dernière phrase de Dr. Applinger peut faire bondir pas mal de médecins. Chaque séance coûte beaucoup d'argent. La thérapie crânio-sacrée est l'une des plus chères en Russie et 45 minutes de thérapie peuvent coûter jusqu'à l'équivalent de 200 €. Il s'agit là d'une grosse structure commerciale. Laissons maintenant les ostéopathes américains et regardons ce qui se passe du côté de nos ostéopathes, la façon dont les méthodologies Applinger et Still ont été interprétées chez nous. L'ostéopathie est un traitement par les mains. Dans l'Antiquité, en Russie, ces guérisseurs étaient appelés kastapravы. Les ostéopathes sont connus depuis l'époque d'Hippocrate, qui excellait lui-même dans cette technique. Lorsque les gens me demandent ce qu'est l'ostéopathie, c'est une question à la fois simple et très compliquée pour moi. Comment est-il possible de percevoir les tissus avec les mains?
pas avec un appareil, pas avec un instrument, mais avec les mains. C'est vraiment de l'ordre de l'impossible. Le moindre impact sur les tissus de l'organisme modifie quelque chose dans la mosaïque que représente l'organisme lui-même. Et travailler réellement au niveau du système crânio-sacré, crânio qui vient du mot tête et sacrum du mot sacrum, travailler au niveau du système crânio-sacré permet de changer la conscience d'une personne, c'est-à-dire que le médecin ostéopathe trouve les barrières qui existent au niveau du système crânio-sacré, élimine même les problèmes génétiques. La mobilité de tel ou tel os impacte la conscience de la personne. La tête est un système biomécanique. Des scientifiques russes ont prouvé que la tête respire, pour ainsi dire, et que ses mouvements sont significatifs. Le crâne se dilate jusqu'à 1 centimètre. Il s'ouvre et se ferme comme une fleur. Je ne peux m'empêcher de sourire car c'est fantastique. Le crâne qui respire, des os du crâne soudé se dilatent jusqu'à 1 centimètre de largeur, c'est certainement une anecdote médicale. Écoutons plus. Le médecin ostéopathe est un médecin qui sait comment chaque tissu du corps bouge, que ce soit un os du crâne, que ce soit une enveloppe cérébrale, que ce soit des structures cérébrales, que ce soit du liquide céphalo-rachidien qui circule dans le canal rachidien, dans les ventricules du cerveau. C'est-à-dire que tous les tissus ont leur propre cycle de mouvement. Après la première consultation, il y a un ajustement du corps, pour ainsi dire. Une personne doit s'habituer à la nouvelle perception de son corps. Une période d'1 semaine à 1 mois doit s'écouler en fonction des patients afin qu'elle ressente le renouvellement de son état. Les tissus se remettent en place, les muscles reprennent leur position normale, la structure de base, le squelette, tout change, tout revient à son état d'origine. Si la personne est habituée à vivre dans un état de maladie, il lui faudra plus de temps pour s'habituer. Les séances se feront alors avec des intervalles. Le processus est très intéressant. L'ostéopathe, en travaillant sur le patient, ressent très vivement sur son propre corps tout ce qui se passe chez le patient. Il y a une synchronisation, un reflet complet des processus. Il est donc tout simplement impossible de faire du mal, car vous travaillez avec le patient comme avec votre propre corps.